Voilà, donc nous revenons au sein de cette émission avec une thématique particulière, intéressante, et vous aurez l'occasion, vous qui êtes à la maison aussi, de réagir. Maintenant, Jean-Jacob, vous vouliez bien sûr intervenir sur ce qui a été dit. Et ensuite, nous passerons à cette deuxième phase, ce rapport dominant-dominé. Est-ce qu'on peut en sortir? Ben, pour moi, et pour l'UPLG, puisqu'on représentait l'UPLG, situation en colonie, ça clair. En colonie, ni en fonction, en état, qui sont en état dominant. Colonie là, il n'y a pas ni vocation à développer. C'est forcément la métropole qui a développé. Donc, même si ni ça a créé l'État-providence, il y a service à l'État colonial. On nous regarde Tibouin, qui genre l'État colonial qui a servi, et puis ça, on peut créer l'État-providence. C'est-à-dire, tout ça qu'il a baillé. Tout ça que l'État mettait en France, en place ici, il mettait en place pour servir Gozaï. Tout bitin que, dans le cas de l'État-providence, il fait, c'est pour renforcer l'assimilation. L'assimilation en Guadeloupe. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre que l'État colonial qui a servi avec toutes les armes qu'il a mis, et notamment la redistribution qu'il a fait, c'est dans un objectif précis. C'est de renforcer. Regardez qui j'en nous passé de là nous sortis, là nous étions en 1946, ça a rappelé qu'en 1946, nous étions en banque, nous étions en capacité d'émission monétaire et nous étions aussi en production. Nous passions à 140% de couverture à la balance commerciale, à jeudi là, à peu près 7,5% de couverture de la balance commerciale. C'est bien parce que, et entre-temps, tout le monde a dit ça, l'État injectait en lot l'argent dans l'économie. Qui ont expliqué qu'en l'État, soi-disant Providence, qu'a injecté un paquet d'argent dans l'économie, et finalement, l'économie là, qui est plus mal qu'avant. C'est Nian Lobitin qui a amélioré l'éducation, le sanitaire, l'état sanitaire de la Guadeloupe longtemps plus meilleur qu'avant 1946, mais ni en Lobitin, notamment tout ça qui est économie, dégradé. Mais à qui l'argent l'a servi alors? Mais il passait à renforcer les liens vers la métropole coloniale. C'est-à-dire tout l'argent là, il passait à renforcer les liens avec la métropole coloniale parce qu'il tenait qu'un seul objectif, c'est l'assimilation la plus entière possible de peuple guadeloupéen à dans l'ensemble français là. Et c'est cela qu'il faut nous bien comprendre que, et là les gens qui disent que nous ne pouvons pas passer nous de l'État français, mais c'est ça pas vrai. Nous ne pouvons pas passer nous de l'État français. Parce que, et nous avons dit que projet politique, nous pouvons parler de ça, comment on sortir tout à l'heure, c'est l'indépendance à la Guadeloupe. Ça veut dire qu'il faut rompre avec le système colonial là. Pour rompre avec le système colonial là, il faut ériger un État guadeloupéen. Et pour ériger un État guadeloupéen, il faut nous mettre dans un processus pour ça. Mais il faut nous venir guadeloupéen. Mais dans l'État guadeloupéen là, est-ce qu'il y a un rapport dominant-dominé toujours? Ben, dans tout État, il y a un rapport dominant-dominé. Ça va dépendre de qui forme d'État que vous mettez en place. Ça veut dire que nous, si Adam, ça va créer les États démocratiques, ça va dépendre qui arrive effectivement en sommet à l'État. Ça veut dire qui groupe politique qui a dominé. Est-ce qu'on est en politique plutôt social-libérale, en politique plutôt ultra-libérale, en politique. Donc ça c'est que résultat à choix à Guadeloupéen, les Kenyans en État guadeloupéen. Donc à un moment là, ça nous que vrai, parce que demain, et ça bien qu'on dit ça, parce que demain nous pouvons vivre en État indépendant, mais nous toujours arrêtés à la même logique de dépendance coloniale là, quand les pays africains étaient à la même logique de coloniale avait notamment l'Afrique de l'Ouest et puis le système monétaire que la France mettait en place, j'ai oublié ça, la Franc-Afrique. Donc
ou peut être un État indépendant et rester en relation néocoloniale avec l'ancienne métropole. Là, nous avons ça bien. Et là, nous avons que les pays qui étaient dans ce système-là, ça, en train de rompre avec, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en train de rompre. Donc, ça veut dire que même là, nous qui sommes indépendants, nous avons un travail à faire pour la pleine souveraineté. Parce qu'à part le fait d'être indépendant, qui a fait qu'on atteigne la pleine souveraineté et qu'on rompe avec l'état de relation dominant des moi, là, on pose des questions là, c'était dans notre sens. Bien. Donc, dans le rapport dominant-dominé là, ouais. Mais si je peux me permettre, Yves-Lise, très rapidement, le rapport dominant-dominé, bon, qui est établi philosophiquement sous forme de concept, mais le rapport dominant-dominé, on le retrouve dans toutes les sphères de l'activité humaine, de la vie humaine. C'est de l'humanité même d'avoir des hommes et des femmes qui imposent une volonté par différents moyens ou leur simple charisme, et d'autres qui se soumettent. On le retrouve dans le couple, on le retrouve dans la relation père-enfant, on le retrouve dans la relation voisin-voisine, etc. Pas toujours, mais non, mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Oui. L'homme est un être égotique. Son ego lui permet de s'adapter, de survivre. Et en réalité, il a appris à développer avec son intelligence un ego qui s'établit dans l'altérité par rapport aux autres et qui donc l'amène à toujours vouloir être le premier et singulièrement chez nous au-dessus du panier à crabe. Donc on est dans une dynamique aussi où il faut se défaire de tout un certain nombre de comportements et d'attitudes pour que dans la sphère politique on puisse retrouver, par exemple, dans le cadre d'une indépendance éventuelle, qu'on puisse retrouver quand même des personnes qui gouvernent avec sagesse et qui essaient d'établir la justice, l'équité à laquelle nous aspirons tous. Mais bien sûr que la sagesse existe. Bien sûr que la sagesse existe, mais on a tendance à oublier qu'elle existe. Parce qu'on pense que c'est juste que des gars demi-vêtus avec de la barbe qui pouvaient professer de la sagesse, des philosophes de l'Antiquité ou autres. Mais non, la sagesse fait partie, de même que les vices et les vertus, des qualités naturelles, intrinsèques et intellectuelles de l'homme. Ça demande un effort, par contre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un acte de gouverner, eh bien, vous pouvez soit gouverner de façon, on va dire, schématiquement machiavélienne, c'est-à-dire en utilisant vraiment tous les ressorts vous permettant de dominer, de garder le pouvoir, ou vous pouvez aussi être dans une dynamique, c'est beaucoup plus difficile, une dynamique où vous êtes dans une forme de recherche de la justice, du bien commun, de l'intérêt général, et vous essayez de le faire vous, mais aussi les autres. Et là, vous pouvez chercher les gouvernants qui arrivent à faire ça. Donc le rapport dominant-dominé, c'est aussi d'abord une question de nous-mêmes, avant que ça soit une question de État Guadeloupe ou État colonie, même si bien évidemment, ce qui s'est développé au fil de l'histoire nous concernant, c'est très clairement une volonté politique dans bien des domaines, il n'y a pas eu que ça, mais dans bien des domaines, de dominer. Ouais. Oui. Alors, cette partie, comment sortir des rapports dominants-dominés? Ah oui, mais moi, je suis désolée. Mais le sujet est État colonial, État-providence, comment sortir du rapport dominé-dominant, c'est étroitement lié à la colonisation. Parce que si on rentre hors de ce champ-là, ça veut dire qu'il faut absolument alors... Il y a une absence tonitruante, c'est l'absence du psychologue, puisque si on rentre dans cet aspect-là, non, c'est vraiment, je pense, enfin, moi, j'ai mal interprété la question, mais c'est dans le rapport dominant-dominé dans le cadre d'un contexte colonial. Ça, c'est le premier point. Alors, je voudrais, effectivement, tout à l'heure, Jean-Jacob l'a rappelé, parce que là, je crois aussi... Didier Détouche, que en fait la caractéristique même du système colonial français, c'est l'assimilation. D'accord? Là, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit aussi, c'est l'assimilation. Et c'est ça le mal fondamental, le poison qu'on a distillé dans les veines de nos ancêtres et qui nous ont transmis cette maladie, c'est que c'est l'assimilation. Et il y avait un propos de Malcolm X que je trouvais assez drôle, même si c'est triste. Il parlait des gens de maison quand le maître était malade. Et il disait que, justement, l'esclave de maison, le cocher ou autre,
il disait « Masta wisik », c'est-à-dire que lui pouvait être en bonne santé. À partir du moment où le maître était malade, il disait « Wisik, nous sommes malades ». Et ça, c'est la symbolique même de l'assimilation, c'est-à-dire on efface ce qu'on est profondément pour pouvoir intégrer ce que l'autre entend que l'on intègre et de manière au point de s'oublier, quoi. Alors, moi, je dirais que j'ai réfléchi à cette question, effectivement, ce qui vient d'être dit quant à l'intérêt de rentrer dans son environnement immédiat, dans le développement économique et tout ça est effectivement est très intéressant parce que effectivement, nos rapports déjà avec les îles de la Caraïbe sont plus que médiocres. Mais moi, je pense que tout le monde doit être dans ce combat. Nous avons longuement ici dit à quel point nous pensons que le travail sur les réparations doit être fait pour empêcher ce traumatisme de continuer à se perpétuer, tout ça. Je pense que nous l'avons déjà beaucoup développé. Mais je me suis beaucoup intéressée à la vie, d'ailleurs, dans ce combat des réparations, à la vie dans l'organisation de l'habitation. Et je me suis rendu compte d'une chose, j'ai dit, mais tiens, c'est dans l'habitation comment les esclaves fonctionnaient et ensuite les travailleurs fonctionnaient pour pouvoir survivre. Et je me suis dit, mais c'est marrant, parce qu'on peut reprendre leur façon de faire pour pouvoir justement, et c'est ça que c'est le petit clin d'œil que nous donnons à l'histoire, c'est qu'on peut prendre les méthodes de l'organisation que les esclaves et les travailleurs faisaient et les placer pour justement tenter de sortir du rapport dominé-dominant. D'abord, la collaboration. Alors, on me dira, mais Evita, la collaboration, justement, si quelqu'un collabore, il n'y a aucune solution pour sortir du rapport de domination. Et moi, je dis, attention, prenons le collaborateur soumis, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs types de collaboration, mais le collaborateur soumis, qui a intégré donc profondément la vision de l'autre, le regard de l'autre sur lui. Mais il peut, et ça c'est une vision hegelienne qui est à laquelle je suis très attachée parce qu'elle est très positive. Hegel dit, à tout moment, l'homme, sur le chemin, peut se retrouver sur le chemin de Damas et avoir justement la lumière qui jaillit. Ça veut dire que même chez celui qui collabore, qui est complètement soumis, il y a un process qui se fait. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, la lumière jaillit. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la conscience. Et voilà, c'est la conscience. Et évidemment, je suis obligée de rappeler ce que tout le monde connaît, c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Le maître est dans premier pas de valse, le maître est dans le rapport dominant. Deuxième pas de valse, avec le temps, l'histoire, le travail, le contexte, etc. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, la conscience émerge. Et l'esclave se rend compte que que ferait le maître sans l'esclave? Et le troisième point, évidemment, c'est le maître qui devient esclave de son esclave. Et en fait, c'est un élément qui nous permet de comprendre que même ceux qu'on a pu rejeter, quand que les mouvements indépendantistes et autres pouvaient rejeter parce qu'ils étaient justement des soumis, eh bien, il ne faut pas les rejeter, parce que sur le chemin de Damas, il peut enfin rencontrer la lumière de la conscience. Ça, c'est le premier point. Le collaborateur lucide. Il y a le collaborateur lucide qui a bien compris le système et qui l'utilise à fond. Celui-là, on peut difficilement quand même, il y aura beaucoup plus de chemin à faire parce qu'il est lucide, mais il joue ses intérêts. Il peut même instrumentaliser le maître, puisqu'il peut dire, par exemple, si moi je dis en créole « ou aimer cuer, mais au paiement », il ira pleurer auprès du maître en disant oh, « ils ont dit ça, ils veulent me tuer ». Alors qu'il sait très bien que cette phrase en créole ne veut pas dire qu'on veut le tuer. Mais il instrumentalise. Et puis il y a le collaborateur qui attend son heure, qui est presque transparent. Il attend son heure, il est profondément donc lucide,
personne ne peut le soupçonner de quoi que ce soit, il ne collabore même pas le plus souvent, il attend son heure pour frapper. Alors on me dira que ce collaborateur-là peut effectivement, c'est très proche de celui qui a choisi la ruse, parce que la ruse, c'est la deuxième méthode. La ruse, c'est la deuxième méthode. Sauf que le rusé, il est toujours en diagonale, alors que le collaborateur, il est face à face. Mais c'est là que je voudrais faire un petit clin d'œil à mon ami Jean Jacob. Et c'est là que je me suis dit, en fait, n'était-ce pas une erreur de ne pas vouloir, au moment où les partis indépendantistes étaient les plus forts, les plus puissants, de ne pas vouloir aller aux élections. C'est-à-dire de rentrer dans le système, d'infiltrer le système. Parce que la ruse, c'est ça. La ruse, c'est entrer dans le système et le contaminer de l'intérieur. Et puis, évidemment, troisième façon de quitter le rapport de dominé à dominé, c'est la résistance, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que tout ça est lié. Nous ne devons pas nous diviser. Nous ne devons pas nous diviser parce que chacun peut faire son apport essentiel à ce combat qu'il faut mener et qu'il faudra mener obligatoirement. Merci. Alors, nous avons déjà des appels de téléspectateurs, mais alors c'est vrai, comment sortir des rapports dominants-dominés? Je pense que chacun, vous avez votre idée là-dessus. Évite à déjà avancer ces idées. Samuel, comment sortir de ces rapports? Comment sortir? Et est-ce possible surtout? Est-ce possible? Est-ce encore possible? Didier a dit quelque chose et je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Le rapport dominant-dominé existe dans toutes les strates de la société. Dans la famille, dans le couple, même entre amis. Il y a forcément, vous allez voir, de manière... il y a des amis, lorsqu'ils sortent avec d'autres amis, on sent tout de suite qu'il y a j'ai envie de dire, le pouvoir dans le groupe. Ça, c'est quelque chose encore d'humain. J'ai même envie de dire que lorsqu'il y a un rapport de dominant-dominé, si personne ne se plaint, ça fonctionne. C'est dur d'entendre ça. Mais quelque part, lorsque le dominé ne se plaint pas, il y trouve son compte. Donc c'est après l'observateur extérieur qui va dire, oh là, il y a un rapport dominant-dominant, qui êtes-vous pour aller juger ce rapport-là? Parce qu'on oublie le rapport dominant-dominant, c'est comme l'amour, c'est comme le sentiment de l'amour. Donc ça veut dire que les Guadeloupéens trouvent leur compte dans ce rapport dominant-dominant. Il y en a qui trouvent leur compte. Oui, il y en a qui trouvent leur compte. Mais je veux dire... Il y en a qui trouvent... Attendez, je réponds tout de suite. Les Guadeloupéens, non. Non. Alors, je vais dire, la majorité des Guadeloupéens trouvent leur compte dans ce rapport-là. Pourquoi? Ce n'est pas moi je ne le décrète pas, ce sont les élections qui le disent. Nous sommes le seul département qui a refusé de bouger, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de bouger, la Martinique l'a fait. De manière cosmétique, ne serait-ce que de manière pas institutionnelle, hein, mais de manière pas statutaire, mais de manière institutionnelle. Saint-Martin l'a fait, la Polynésie l'a fait, la Calédonie. On est les seuls à ne pas... c'est passionnant parce que voilà un peuple qui se plaint en permanence de ces rapports-là. Pourtant, nous n'avons jamais franchi le pas de nous faire confiance. Donc ça m'a causé un problème. Est-ce que nous ne sommes pas... Alors, parfois j'analyse ça, je me dis, la réponse est que nous oublions que nous vivons avec plusieurs communautés. Excuse-moi, tu parles du référendum quand tu dis les Guadeloupéens. Oui. Ah, d'accord. Je parle du référendum. D'accord. On n'a jamais... Je voudrais répondre quand même. On n'a jamais voulu... Hein? Quand même. Non mais allez-y, hein, je peux laisser une parenthèse. Non mais vas-y. Non, moi je suis assez d'accord. Ah non, mais je soutiens. Mais c'est le combat même qui est mené par les indépendantistes. C'est justement ça. Quand vous parlez de conscientisation, etc., c'est la preuve que justement, il faut être lucide avec nous-mêmes. Mais si. C'est la preuve que si on parle... On l'a fait. Jusqu'ici, on a fait la démonstration qu'il y a effectivement État colonial et que, subsidiairement, il y a stratégie d'État-providence. Mais il ne s'agit pas de dire que les Guadeloupéens sont des gens qui se complaisent dans une domination et qui sont des êtres soumis. On est loin d'être des êtres soumis. Ça. Ah, d'accord. Bon. Mais il y a... J'ai eu peur. Il y a dans ce que dit Samuel une réalité. Je te laisse continuer. C'est juste qu'il y a, en fait, effectivement...
une espèce de pacte. Il y a une forme de pacte visant à dire, nous, dans la République française guadeloupéenne, nous avons un certain nombre de droits, nous avons accès à un certain nombre de choses, nous avons machin. Pour le moment, quand il y a des élections, nous montrons que nous adhérons au système. Ah ben, non. Désolé. Non. Je suis désolé. Autant je vous dirais, non, mais écoutez, on peut pas faire mentir les chiffres. On peut répondre quand même. On peut pas faire mentir les chiffres. À moins que vous considériez que tous les électeurs, quand ils votent en Guadeloupe, ne votent pas à un même niveau de liberté ou de conscience politique ou de culture politique qu'ailleurs. Si vous partez de ce postulat-là, pourquoi pas? Mais la réalité, elle est quand même là. Et quand on dit que l'ANG a fait 9% aux élections régionales, l'ANG qui était pour une vision autonomiste indépendantiste, non, il y a les deux à l'intérieur. Il y a autonomiste indépendantiste. On ne peut pas dire le contraire. Bon. Et quand l'ANG, c'est précisément ça. Nous, en tout cas, c'est précisément ça. La liste, nous, c'était ça. Ils l'ont martelé, ils le disent tout le temps. Voilà, tout à fait. Et ça n'est pas la même chose. Il y avait des indépendantistes et des, quand ils font 9%, on peut dire qu'un certain nombre d'électeurs guadeloupéens, une bonne partie d'électeurs guadeloupéens a progressé vers un désir d'émancipation qui passe soit par l'autonomie ou l'indépendance, mais qui est présenté comme projet politique. Donc, la question n'est pas forcément de se dire la majorité des Guadeloupéens ou pas ne veulent du statu quo ou pas. La question est d'observer le changement des lignes tout en étant lucide sur la réalité d'une volonté d'appartenance à un système politique qui est ce qu'il est et qui ne cache pas ce qu'il est. Et ça, je suis désolé, on doit dire, moi je veux bien la vie chère, mais le système de consommation, vous n'allez pas me faire croire que le Guadeloupéen, après tout ce qu'on a déjà dit dans les débats, tout ce qu'on a déjà expliqué, n'a pas conscience aussi qu'au-delà du problème de la vie chère, on est dans une dynamique de surconsommation qu'il faut aussi être capable de regarder en conscience. On est d'accord. D'accord. C'est pour ça que ce qu'il dit, il ne dit pas qu'on est des où je ne suis pas d'accord. Mais il dit que pour le moment, on adhère. Non, on ne peut pas résumer. On ne peut pas résumer. Jean-Philippe, c'est pas ce que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que tu voudrais n'est pas forcément ce qui est, Jean-Jacques. Je peux finir mon propos. Je vais répondre. Vous ne m'avez jamais laissé parler. Mais c'était mon tour. Mais je parle à lui. C'était lui d'abord. Moi, j'ai essayé de confirmer, mais c'était sa parole. J'essaie de répondre à Didier. Avec plaisir pour la réponse. Ça a toujours été mon souci. Mais c'est fou comme on est en phase sur ça. Il faut toujours faire la différence entre ce qu'on voudrait qu'il soit et ce qui est. Les Guadeloupéens ont clairement démontré. Alors, quand on parle de 9% de l'ANG en 2024, moi, en 2022, je ne considère même pas ça comme une progression, puisque je ne considère pas ça du tout comme une progression. Puisque, lorsqu'on sait que de ces 9% là, c'est pas tout. Parfois, vous avez des gens qui votent pour vous parce qu'ils savent que vous n'avez aucune chance de prendre le pouvoir. Oh, je n'ai pas encore ça. Première chose, oui. Là, deuxièmement, c'est cruel. Non, c'est cruel, mais c'est vrai. Parfois, les choses vraies sont très cruelles. Deuxièmement, vous avez des gens qui ne votent pas. Vous avez des gens qui ne votent pas pour vous, mais qui votent contre vous, contre ceux qui sont là. Oui. Donc là, il y a une marge d'erreur entre 2-3%. C'est toutes les élections. Voilà, toutes les élections. Donc, les résultats sont quand même là. Oui, les résultats sont là. Mais les résultats aussi sont là pour dire, les amis, aujourd'hui, à chaque fois on a convoqué les Guadeloupéens sur un référendum où ils sont capables de dire est-ce qu'on veut se détacher, franchement, c'est clair que non. C'est la majorité. Même un sondage, même dans les sondages. Donc, ça veut dire que c'est clair dans leur tête. En plus, on oublie quelque chose. On a plusieurs. Alors, moi, j'ai toujours eu envie de dire, vous parlez à 50 Guadeloupéens, ils peuvent être d'accord avec vous sur le fond. Un Guadeloupéen qui est fonctionnaire ne va jamais penser comme un Guadeloupéen qui est chef d'entreprise, qui lui-même comme un Guadeloupéen. C'est pas possible. Surtout dans un contexte de vie chère. Surtout, non mais c'est vrai non, c'est vrai pour l'espagnol, c'est vrai pour... Pas vraiment, nous c'est très particulier. Selon la stratification sociale, on a un comportement différent. Moi, ce qui me... Je finis ça. Maintenant. Je veux juste dire quelque chose. Vas-y. Non. Voilà. Je voulais juste dire quelque chose.
peut-être parce que j'aime profondément ce pays-là et que j'y suis attachée et que je pense nous avons produit ce que j'appelle le génie guadeloupéen. Oui. Moi, je dis qu'on ne peut pas résumer un peuple à une phase historique de telle année à telle année. C'est effacer tout le passé extraordinaire de ce peuple-là. C'est ça le problème, et c'est ça qui me gêne. Je suis la première, tu sais très bien, tu es bien placé pour savoir que je suis la première à critiquer ce qui s'est passé lors du référendum. Mais je dis, on ne peut pas dire les Guadeloupéens. Ou alors, je vous dirais tout simplement... C'est pas les Suédois qui ont voté pour nous, hein? C'est pas les Suédois, mais non, on était convoqués. Non, ce que je... Pas les Suédois, je crois que... Ce que je veux dire, on ne peut pas résumer ce que le Guadeloupéen a été, ce que le peuple guadeloupéen... Il y a pas eu des sondages après qui ont confirmé... Bon, je crois qu'on ne se comprend pas. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer... On ne peut pas dire que c'est déterminé. Elle n'est pas terminée. Et il y a, en tout cas... On ne peut pas juger l'avenir. Voilà. Bon, mais si on regarde ce qui a été pour le moment à l'instant T, on peut quand même tirer un certain nombre de conclusions, d'interprétations diverses, hein, bien sûr, qui peuvent être différentes, mais pour la question qui nous anime, la question est de savoir justement quelles sont les solutions. Tu as beaucoup parlé, Evita, de la conscience, comme je l'ai fait aussi. Moi, je ramène beaucoup ça à une question d'éthique parce que j'estime que c'est justement la charrette avant le bœuf. Et en réalité, il y a un niveau de responsabilité qui entraîne la responsabilisation. Mais si on n'a pas d'abord ce niveau de responsabilité en montrant que quand on a le bulletin de vote, on va dans telle direction, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité du tout. Nous sommes d'accord. Ce que je veux dire, je vais passer la parole à Jean-Jacques. Je suis désolé. Je vais essayer de faire une parenthèse. Attends, mais on discute, on échange là. Ce que je veux dire, c'est que quand j'entends Samuel comparer les Guadeloupéens, les Martiniquais, ceci, cela, je dis, vous n'avez jamais envisagé peut-être que les peuples sont comme les civilisations, sont peut-être mortels, et que ce n'est plus le même peuple. Attention, donc quand tu dis les Guadeloupéens, il y a quelque chose de gênant, parce que quand on voit l'histoire de son pays, je suis désolé, mais dans les années 80, c'est les Guadeloupéens qui menaient l'affaire. C'est les Guadeloupéens qui initiaient ce combat-là. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est trop facile. Oui, sur ça, oui. Ah, mais c'est trop facile. Ça, oui. Ben oui. C'est pas... Moi, je pense qu'il a parlé factuellement, mais c'est ça pas non plus une comparaison yopi for yopi. Non, je ne suis pas dans ça. Ça n'a pas été ça du tout. Hein. Voilà. C'est que je veux dire par là, on oublie que nous avons mené des combats. Voilà, c'était juste ça. Je suis d'accord. Oui, quelques minutes, puisqu'il y a des spectateurs. Et même de voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et ensuite, ça sera à vous de vous exprimer. Bonsoir. Nous vous écoutons. Et puis, désolé pour cette attente. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir. C'est un peu plaisir de vous entendre. Le respect pour tout le plateau. Je vous félicite pour l'émission. Mais par contre, Église, avec tous les respects que je vous dois, essaie de gérer le temps parce que ça fait 45 minutes d'attente. Mais enfin, bref, je passe parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à dire. Non, nous pas il y a 45 minutes d'attente. Ouais, d'accord. Et c'est un plaisir d'entendre monsieur et madame Anita. Evita. Elle me permet d'ouvrir mes pensées. Ça te fait sourire. Samuel, on se connaît. C'est aux ans, ce petit mot. Nous connaissons très bien, il y a quelques des contrôles. D'accord? Mais, en train d'intervenir ce soir-là, ce n'est pas à travers M. Bisset. Parce que moi, j'ai un petit côté nationaliste. Ça fait un petit moment. J'ai un petit côté nationaliste. Ça fait un petit moment. Mais quand j'entends parler les indépendantistes, je suis un peu confus. Je me demande
demande est-ce que je dois continuer ou pas. D'accord? Parce que pour moi, mon mentor, c'était M. Ouzomoumia. Je l'ai toujours adoré. Mais là, on a des problèmes ici, nous n'avons pas jamais voyé intervenir. Ça, c'est un. Bon, étant indépendantiste, monsieur, quand tu regardes ton ami, il est maire de Port-Louis, d'accord? C'est le premier maire en Guadeloupe qui a mis un drapeau sous sa main. On est d'accord? Et de là que vous parlez de État colonial, mais imaginez-vous que même si nous avons accepté la décision d'être indépendantiste, ce sera pire. Vous savez pourquoi? Parce que monsieur le maire de Port-Louis, pour éviter de nommer son nom, il est premier adjoint, premier vice-président à la République, il était administrateur et au Crédit Agricole, d'accord? Et président de la Caisse des écoles. Mais entre-temps, est-ce que vous savez que le plateau, son argent aussi passe? Il achète du terrain au Bénin. Ça intéresse personne. Il achète du terrain au Bénin. Alors, même moi, étant confus, ça ne m'intéresse plus de continuer. Ah, ouais, je comprends. Tu fais que secouer et ta tête, monsieur. Monsieur, est-ce que tu comprends que ma situation en ce moment-là, est-ce que je dois continuer à vous suivre? Merci, monsieur. Jean-Jacob Bissep va vous répondre. À travers tout le temps que j'ai pris à vous écouter. Mais par contre, j'apprécie quand même l'émission. Et Samuel, de toute manière, je nous connais, je te dirai qui je suis. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Alors, je vais quand même répondre à ce téléspectateur. Concernant la question du patriotisme en Guadeloupe et les villes que nous dirigeons, puisque nous avons un patriote qui dirige la ville de Port-Louis et la politique municipale qu'il met en place. Bien entendu, il le fait avec son groupe politique de Port-Louis qui est l'UPPL et il détermine la politique qu'il considère étant le mieux en fonction de ce qu'il pense, c'est-à-dire tout en étant indépendantiste et au mieux de l'intérêt des Port-Louisiens qui l'ont élu maire. Donc, il faut aussi comprendre que nous sommes dans des intérêts municipaux qui sont particuliers et qu'un maire indépendantiste, bien entendu, applique le programme sur lequel il s'est fait élire par la population. Donc, il y a déjà eu plusieurs maires indépendantistes dans plusieurs villes de la Guadeloupe. Donc, c'est M. Jean-Marie Hubert, puisqu'il s'agit de M. Jean-Marie Hubert, applique le programme pour lequel il s'est fait élire avec le soutien de l'UPPL, qui est son groupe politique local, mais qui appartient, bien entendu, à la mouvance indépendantiste. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est des spéculations sur les histoires de terrain, moi, je ne suis pas au courant de ça et je me garderai bien d'entrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que la question d'être un patriote guadeloupéen, ce n'est pas une question de personne. C'est Jean-Jacob Bissep qui est pour moun ka suivre. Ça, moun ka suivre, c'est le fait de vouloir vivre en nation. Que nous voulons vivre en nation et que ou ka inscrire à don combat pour que nous vivions en nation. Et c'est ça qui est important. C'est ça parce que c'est qui gens nous qu'a fait pour faire paix ensemble. C'est-à-dire que demain, dans la Guadeloupe indépendante, c'est forcément sûrement plusieurs partis, simplement plusieurs courants de pensée. Didier Péquet en même parti que moi,
monsieur Samuel est quand même parti. Qui moi, éviter et moi en passant, nous pauvres. Mais. Non, mais faut un peu d'humour quand même. Faut un peu d'humour. Mais c'est pour dire que ce ne sera pas le parti unique et la pensée unique. Donc c'est clairement... Mais ce qui est important, c'est que nous puissions tous être sur ce plateau-là et nous parler. C'est ce qui est important. Si nous voulons faire peuple demain, il faut que nous soyons en capacité d'échanger en toute convivialité et courtoisie entre nous et en ayant... Parce que ce qui s'est produit ces derniers temps, c'est que nous avons vu la qualité du dialogue entre les hommes politiques guadeloupéens. C'est ce qui a fait que beaucoup de Guadeloupéens se sont détournés de la sauce politique. Et il ne faut pas avoir peur. Il y a Mediapart cite régulièrement le fait que la classe politique guadeloupéenne est complètement discréditée. Et je voulais revenir tout à l'heure sur ce qu'a dit Samuel. Quand les Guadeloupéens se prononcent aux élections nationales françaises, ils votent très peu. Nous avons des taux d'abstention de 60%. Aux européennes, 90%. C'est-à-dire que les Guadeloupéens, par leur abstention, montrent qu'ils n'adhèrent pas. D'accord ? Quand les Guadeloupéens votent aux élections, l'élection qui a le plus de succès en Guadeloupe, ce sont les élections municipales. Puisque c'est les élections où il y a le plus de proximité. Après, c'est les élections régionales et après, c'est les élections cantonales. Donc, ce qui veut dire que quand les Guadeloupéens sentent qu'il y a une question de proximité et que ça leur parle, ils votent. Quand les Guadeloupéens sentent que c'est plus loin... Regardez, les élections législatives, nos députés ne sont pas si bien élus que ça. Nos députés sont souvent élus avec moins de 50% de la population qui va se déplacer. Et pourtant, les députés vont siéger à l'Assemblée nationale française. Donc, il faut bien distinguer. Et lorsqu'on dit que les Guadeloupéens, à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de se prononcer, une seule fois qu'ils se sont prononcés, c'est en 2003. Et en 2003, on leur a fait quoi? Au Caïboupéké a acheté chaque en sac. Et du coup, les Guadeloupéens se sont trompés de combat. Ils ont voté contre quelqu'un, ils ont voté contre Michel Chevry, plutôt que voter effectivement pour le fait qu'il fallait changer le statut. Mais nous devons, si nous voulons demain ériger un État guadeloupéen indépendant, il faut que nous puissions tous nous mettre ensemble, les politiques et le mouvement social. Merci Jean-Jacob. Nous avons un appel de téléspectateurs et ensuite il y a Didier qui voulait réagir. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Jean-Noël. Et qu'en fait, moi, je regarde votre discussion avec beaucoup de passion, hein, parce que franchement, c'est un débat qui me tient beaucoup à cœur, puisque je suis quelqu'un qui suis revenu en Guadeloupe après 17 ans passés en métropole, en France métropolitaine. Et ce que je constate, en fait, c'est que, on va dire, 20 ans après, je suis pas parti, je suis revenu, en fait. Les choses sont telles qu'ils soient, ça n'a rien changé. Et qu'on stagne beaucoup, en fait. Ça veut dire que nous, on vit dans un rond-point. On vit dans un rond-point, c'est-à-dire qu'on a raté l'échéance de 2003 avec la possibilité de changer l'institution. Mais je me demande que si on a raté cette occasion de changer, d'avoir une seule collectivité, je me demande est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu un manque il n'y a pas eu de leader? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de vision? Est-ce qu'il n'y a pas eu, plus de clarté sur le projet de société qu'on veut établir pour nos jeunes? Et quand par exemple, le monsieur parle d'abstention, c'est que je pense que le peuple, en fait, justement, ne se retrouve pas dans la vision qui est partagée par nos élus locaux. Je pense qu'il y a vraiment il y a un manque de vision, il y a un manque de clarté, parce que le fait de poser la question sur l'indépendance ou sur l'autonomie, je pense que
Je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'établir un projet de société. Premièrement, pour que nos jeunes, justement, n'aient pas en France hexagonale. Deuxièmement, pour que nos jeunes, justement, ne remplissent pas les prisons. De créer une économie de marché qui soit propre à nous. De créer une production locale, en fait, justement, qui a permis, justement, de créer des emplois. Et dans ça, il n'y a aucun élu qui peut établir un projet guadeloupéen de société pour qu'on puisse être clair dans notre tête, pour qu'on mette un bulletin, pour qu'on puisse, premièrement, changer l'institution, deuxièmement, changer de statut, et après parler d'indépendance. Alors, ma question est la suivante. Quel est le leader qui pourra porter ce projet pour nous, pour que justement on n'ait pas ce taux d'abstention qui est vraiment record en Guadeloupe? Parce qu'il y a un fossé entre le peuple et les élus locaux. Il y a vraiment un fossé. Donc moi personnellement, je suis quelqu'un de très patriote et que je suis revenu à mon pays après 18 ans. Mais moi, c'est que je me bats à mon niveau déjà pour que je puisse m'en sortir. Mais moi, ce que moi je veux vraiment, c'est vraiment une union entre le peuple et les élus locaux sur une feuille de route bien précise. Et tant que cette feuille de route ne soit pas précise, moi et beaucoup d'autres, en fait, on aura du mal à mettre un bulletin pour qu'on puisse évoluer dans le bon sens. Alors que moi, c'est mon vœu le plus cher, c'est vraiment qu'on puisse évoluer. Merci, monsieur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur, et continuez à suivre cette émission. Didier. Oui, alors, je voudrais porter un peu de contradiction quand même à Jean Jacob. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit, très bien dit, concernant la nécessité de pouvoir dialoguer ensemble, d'apprendre à fonctionner ensemble. Tant dans les discours que dans les actes et les actions. Je dis simplement que, bon, j'aurais du mal, en tant que quelqu'un qui professe d'être politologue, de te dire que l'abstention, de dire que l'abstention, c'est le fait que les Guadeloupéens n'adhèrent pas au système. Le mot l'expression adhérer au système est peut-être un peu forte. Je peux le concevoir. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que les Guadeloupéens ne sont pas encore suffisamment manifestes de leur malaise de vivre dans la République. Et je pense même au contraire. Par contre, on peut, sous l'abstention, donner tout un certain nombre de causes. Monsieur l'intervenant en a donné une. Tu en as donné une. En fait, il y a une conjonction de raisons à l'abstention. Mais il y a surtout une énorme défiance vis-à-vis de la chose politique en elle-même, que ce soit les élus, le système, le rôle, les politiques publiques. Tout est remis en cause depuis bon nombre d'années parce que les politiques souffrent de manque de résultats, à la fois pour des raisons de contrainte et à la fois pour des raisons de laxisme et à la fois pour des raisons, des fois, de pratique intensive de la gabegie financière. Bon. Et tout ça, ça révèle, dans une époque où on cherche de l'horizontalité et non pas de la verticalité, c'est-à-dire à faire fonctionner des groupes et des communautés ensemble pour prendre des décisions, eh bien la politique se déporte du champ institutionnel vers le champ de la société civile. C'est la crise du système représentatif. Absolument, tout à fait. Très grosse crise du système représentatif, en particulier en France hexagonale. Et les radicalités en profitent d'ailleurs, parce que la radicalité, c'est changer le système, renverser la table, donc on vote pour ça. Il y a toute une culture politique, certes, et les Guadeloupéens ont à la fois une culture politique et aussi une rationalité politique, même si quelquefois on dit que ça prend forme de clientélisme, mais en réalité, le Guadeloupéen, dans son environnement, a appris à utiliser son bulletin de vote pour protéger ses intérêts, et puis ces intérêts peuvent être de plus en plus larges, et comme on est aussi dans une dilution totale des idéologies, eh bien on ne va plus en politique parce qu'on est animé par des convictions fortes, mais on va en politique pour éventuellement être contre ou empêcher celui d'arriver ou voter pour moun en moins. Bon. Sur la problématique des solutions et des propositions, l'intervenant, encore une fois que je salue, a dit quelque chose de très intéressant, de très fort. Il a expliqué que
on ne peut pas avancer, faire un pays avancer, si on n'a pas une vision claire et une proposition de projet guadeloupéen. Alors, le sempiternel projet guadeloupéen. Il y a des élus qui en ont proposé. Ces projets guadeloupéens, pour diverses raisons, se sont retrouvés soit dans le placard, soit complètement dévoyés. Ou alors, surexploités. Bon, je pense notamment à tout ce qui a été envoyé au SIOM, et on voit très bien ce que ça donne que le SIOM. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des politiques, de tous bords confondus, qui, conseiller municipal, qui, conseiller régional, qui... engagé dans un parti ou un leader de parti, n'est pas dans une dynamique de proposition de projet. Est-ce que l'électeur veut encore prendre le temps d'écouter et de comprendre? Ça, c'est une question. Pour moi, pour se réconcilier avec la politique dans le sens d'une émancipation de l'homme et de la femme guadeloupéenne, il faut être capable aussi d'écouter ceux qui parlent et ceux qui proposent. Ça, c'est un. Ensuite, ceux qui parlent et ceux qui proposent doivent être capables d'entendre ce que disent les habitants de la Guadeloupe, les Guadeloupéens et Guadeloupéennes, la population guadeloupéenne ou le peuple guadeloupéen, c'est selon, mais on doit être capable d'être à l'écoute, pas simplement dans un affichage ou dans de la communication politique, mais dans une vraie écoute et dans une vraie réflexion. Tout le monde peut réfléchir sur l'avenir de son pays, et quand je parle de pays, je parle de la Guadeloupe. Ensuite, oui, d'accord, alors je finis juste avec ça. Ensuite, il y a nécessairement, je parlais de charrette avant tout à l'heure, le bœuf, mais il faut vraiment qu'on soit conscient, et c'est là où des personnes comme Jean Jacob ou comme ceux qui sont présents sur le plateau là jouent un rôle essentiel. Il faut que nous nous habituions à réfléchir aux choses. Et quand on parlait de sagesse tout à l'heure, oui, moi je serais toujours là pour dire que nous avons besoin de recul et nous avons besoin de sagesse. Parce qu'il faut aussi sortir d'une logique de conflictualité qu'on a un peu trop souvent, et en politique et dans le domaine syndical, ça c'est une des solutions. Il faut être capable aussi de se mettre autour d'une table. Je me souviens, quand toi Samuel, tu faisais des efforts pour mettre des gens autour d'une table sur certaines problématiques, alors ce n'était pas toujours évident. Sur WhatsApp, c'est plus facile. Bref. Ensuite, on se rend compte également, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Evita tout à l'heure, c'était très profond. Je reconnais vraiment que tu as parlé de la collaboration, oui, il y a quelque chose à creuser là, parce que nous sommes dans un pays dont l'histoire nous a amené à prolonger tout un certain nombre de pratiques héritées de l'habitation. Et ça aussi, il faut qu'on soit capable d'avoir la lucidité, d'avoir ce débat-là entre nous. Mais c'est nous seulement qui sommes habilités et pouvons l'avoir. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit sévère avec nous-mêmes et se dire que tant qu'elle nous peut arriver, nous besoin qu'elle ait plus conscience patriotique. Mais il faut aussi nous capables de dire à qui bite ça que c'est vieux, là pour aller et pas juste pour avoir un bulletin de vote ou pour avoir une voix ou un siège ou un poste. Nous récupérons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. À vous. Oui, bonsoir, allez-y. Je voudrais saluer tous les intervenants parce que nous avons la chance d'avoir des intervenants de qualité. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à écouter ce débat et à vous suivre. Alors, ceci dit, la qualité du débat montre aussi la schizophrénie qu'il y a dans nos sociétés, parce qu'on le voit sur le plateau, un peu comme la méthode du président Macron, il y a c'est un peu le yin et le yang. On est d'aucuns soutiennent une idée qui est totalement contestée par les autres. On voit d'abord la position de M. Lermont et de M. Vitouche, position à laquelle moi j'adhère. Et de l'autre côté, on voit la réaction de Mme Chevry. Et en quelque part, moi j'ai envie de dire que l'indépendance, puisque finalement c'est le sujet qui est en filigrane, ça ne se choisit pas. Aucun pays au monde n'est indépendant d'ailleurs. On ne choisit pas d'être indépendant. Par contre, l'indépendance devient une évidence lorsque le joug que vous supportez devient insupportable. Aujourd'hui, et M. Damour a raison là-dessus, les dominés, il me semble en tout cas, acceptent les conditions de cette transversalité, parce que nous sommes dans une transversalité. Le monde est fait de transversalité. Dans toutes les sociétés au monde, il y a de la transversalité.
Castro et les dictateurs russes étaient des chefs d'État impitoyables. Là aussi, il y avait de la verticalité. D'accord? Maintenant, je crois que lorsque la situation deviendra telle qu'on ne pourra plus la supporter, ou que quelqu'un fait chaud là encore, ou qu'il la guille, et là, peut-être que la misère nous unira. Peut-être que le désespoir, comme dit Harry Boutillon, le sociologue Harry Boutillon dit on n'a pas encore le désespoir qu'on mérite. Lorsque le désespoir nous unira, peut-être qu'à ce moment-là, on fera peuple et que le peuple ira vers son autodétermination. Parce que c'est vrai que le combat de l'UPLJ est un combat qui force le respect, parce que tenir une ligne comme celle-là pendant des décennies, c'est évidemment, je veux dire, on est fiers de ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faut être réaliste. On a voulu mettre la charrue avant le bœuf, et Didier Détouche a raison. On ne peut pas demander aux gens d'aller vers l'indépendance alors qu'ils ne font pas peuple. Je veux dire, vous prenez 10 personnes, vous avez 10 avis différents. Vous avez un vote majoritaire, Rassemblement national en Guadeloupe. C'est la droite de la droite, Rassemblement national. C'est l'extrême droite. C'est un gouvernement, si d'aventure il devait être à la tête de l'État français, qui ne prendrait aucune mesure sociale. Il ne faut pas demander à l'extrême droite de prendre une mesure sociale. C'est la même Marine Le Pen, par exemple, qui souhaitait exonérer d'impôts les milliardaires de moins de 25 ans. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que c'est. Donc il faut être réaliste. Mbappé n'aurait pas payé d'impôts, par exemple, si elle avait été présidente. Donc il faut être réaliste. Je veux dire, nous, on n'est pas prêts du tout à aller vers l'indépendance aujourd'hui, pour une raison qui est simple, c'est que notre situation ambiante, elle est peut-être difficile, mais elle nous convient. Nous arrivons à Québec toujours, nous arrivons à vivre dans une forme de résilience à laquelle on se conforme. Le jour où on ne pourra plus. La Martinique, par exemple, est arrivée à un stade où c'est très compliqué. C'est très compliqué, parce que la vie en Martinique, moi j'y vais régulièrement, est beaucoup plus chère qu'en Guadeloupe. Donc eux, ils sont déjà à un niveau qui n'est pas du tout le nôtre. Donc ils ne paient pas encore. Même s'il faut être couché devant la rue, là, comme ils ont fait à Ho Chi Minh Ville il y a quelques décennies, eh bien, ils n'ont pas loin d'arriver à ça. Donc, ils sont peut-être dans l'autodétermination beaucoup plus proches que nous. Le peuple kanak, par exemple, là aussi, c'est pareil. La vie est beaucoup plus chère à la Réunion dans l'océan Indien qu'aux Antilles. Ces gens-là, ils sont arrivés à un stade où, à un moment donné, c'était plus possible, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus du tout dans ce qui se jouait là, dans la mélodie qui allait, comme on dit en Martinique. Et donc, à partir de ce moment-là, tu n'as pas le choix. Il faut laguer, c'est comme dans un couple. Là où on ne peut pas encore arriver au moment donné, ou même si on aimait, mais on peut laguer. Pour le moment, on n'en est pas là. Il faut d'abord chercher à faire peuple, d'abord chercher à s'inscrire dans un projet commun, quand je dis un projet commun, c'est un projet du quotidien, un projet de peuple, se fédérer, parler le même discours, parler le même langage, comme des gens qui s'aiment. Et on se dit, ok, on est d'accord, comme disait monsieur Bissette d'ailleurs tout à l'heure, nous pouvons aussi moi Evita, pour nous appeler la Noukaï. C'est exactement ça. Tant que nous pouvons d'accord si la Noukaï, nous ne pouvons pas aller ensemble. Nous ne pouvons pas aller ensemble, pas ni 10 personnes qui d'accord si là nous voulons aller nous en Guadeloupe ensemble. Donc nous ne pouvons pas aller pour côté. Maintenant, là où nous avons réussi à nous un discours commun, peut-être qu'à un moment-là, ça nous a mis en cohérence au niveau des urnes, mais quelle urne? Maintenant, c'est peut-être aller vers, dans un futur lointain, si vous me suivez bien, vers un référendum d'expression populaire où nous avons dit clairement, nous faisons tel ou tel statut. Je vous rappelle que des pays noirs indépendants, il n'y en a pas 1000. Hein. Les pays noirs indépendants, il n'y en a pas 1000. Et l'indépendance, c'est un vœu pieux. La France même n'est pas un pays indépendant. Regardez comment le système pyramidal européen plombe la France. Merci, monsieur. Merci, c'est très intéressant ce que vous dites. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention et continuez à nous suivre régulièrement.
nous ferons notre tour de plateau, de plateau sur notre thématique et surtout sur la dernière partie en termes de solutions. Comment sortir des rapports dominés? Vous avez déjà donné quelques pistes, les téléspectateurs aussi. Alors, si on doit synthétiser tout ça, si on doit en quelques mots, je dirais, donner des pistes, et je débuterai avec Jean-Jacob. Jean-Jacob, comment sortir des rapports rapidement? Assez rapidement. Nous devons aller vers l'émancipation du peuple guadeloupéen pour sortir de ce rapport. Pour sortir du rapport dominant-dominé, nous devons aller vers l'émancipation du peuple guadeloupéen. Nous devons inscrire la Guadeloupe sur le chemin de son indépendance. Donc, la solution, c'est aller vers l'indépendance du peuple guadeloupéen. Et la question, c'est de comment on y va. Il faut que tous les Guadeloupéens se mettent ensemble, que ce soit les politiques, que ce soit le mouvement social, il faut que nous soyons tous ensemble. Il y a un projet politique pour amener la Guadeloupe vers son émancipation. Ce projet, il existe. Nous sommes, par exemple, Assemblée pour Nation Guadeloupe, nous sommes plusieurs organisations à travailler sur un projet politique pour conduire la Guadeloupe vers son émancipation. Donc, ça existe. Cela existe, c'est fait, nous travaillons dessus. Nous pouvons proposer une alternative pour sortir du système colonial dans lequel nous sommes aujourd'hui. Cette alternative s'appelle l'indépendance. Après, on peut voir comment on y va, à quel rythme on y va, comment on fait pour que la population y adhère et puisse majoritairement aller vers cette indépendance. Tout à l'heure, le téléspectateur qui a appelé a dit que leur vrai chaud là, fait là qui est trop chaud, et leur vrai nous qui est désespéré pour faire court, nous qui allons vers l'indépendance. Moi, on espérer que ce n'est pas ça, parce que l'indépendance, c'est l'espoir. L'indépendance, ça doit être l'espoir. L'indépendance, c'est l'espoir d'être en société plus abordable pour Timouna nous. L'indépendance, c'est l'espoir d'inscrire pays en nous sur la scène internationale. L'indépendance, ce n'est pas le désespoir. Nous ne pouvons pas imaginer l'indépendance comme étant le désespoir. Et dernier bitin encore qu'a fait, c'est là où on ne peut pas encore aller vers l'indépendance. À part ça, en tout cas, l'IPLG, à part ça, nous avons porté comme bitin. L'autre fois, là, on dit un bitin, et ça fait l'aumônerie, on dit très longtemps, là, nous avons parlé de l'indépendance, c'était des gens qui tenaient des discours martiaux, très, et ça a fait mon paix. Et on dit, à présent, il faut nous rendre l'indépendance sexy. Il faut rendre l'indépendance sexy. Pour que les jeunes générations aient envie de dire, moi, on sent une indépendance, c'est chouette. Mais c'est ça. Il faut nous démystifier la question de l'indépendance en tête à tout le monde. Pour que les gens, ces gens voient qu'ils ont porté le drapeau là, tout partout en Guadeloupe. Eh bien, c'est comme ça aussi. Pour dire, toute Guadeloupéenne qui est petit, moi, on s'est indépendantiste. Et en fier d'être indépendantiste. Merci. Merci. Nous récupérons donc un dernier appel, oui, et nous poursuivons notre tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, je voudrais tout d'abord dire que nous avons beaucoup d'idées touches qui ont très bien. Tout commentaire de ce qu'a fait Lydia Chico avec des autres qui au CI. On parle et on a pensé que nous pouvons parier pour l'indépendance. Nous ne pouvons pas parier pour ça parce que le peuple a passé à côté d'un paquet de bitins. Et nous, un deuxième bitin, c'est qu'il y a pâté le peuple guadeloupéen par rapport à couler à pour nous. On pas raciste, parce que, regarde, moi, c'est un son blanc. Mais on prend position. Parce que grand-mère en moi, qui était Timoula, grand-mère en moi, papa, c'est un gros chabin, et grand-mère en moi, pas aimé parce que c'est un indien négresse. Donc, moi, je pense que ces politiciens-là que nous mis en place actuellement, ces messieurs, ils ont joué avec le peuple guadeloupéen. Et on n'a pas de confiance dans ces messieurs, parce que ces messieurs qui ont pris bras à faire, ils ont pas dit vulgairement. Et nous avons des techniciens à Guadeloupe, nous avons des boucs qui font du droit, qui ont des touches, qui Pierre-Yves Chico, qui ont dit ces messieurs, c'est des tocao, alors que ces messieurs ont orienté nous sur des bitins qui sont très valables. On ne peut pas voir fleurs, mais on peut dire chien, chat.
Et le jour où nous, ni des mouns, ou que parler de ça, ou bien on peut éduquer ça, ils peuvent jamais adhérer à ça, parce qu'ils n'ont pas fonctionnaire, ils n'ont pas touché à l'allocation familiale, ils n'ont pas touché parents isolés, ils n'ont pas touché parents désolés, ils n'ont pas touché un paquet de butin qui était voulu par le colonialisme que De Gaulle créé depuis un paquet d'années. Et ça, il faut arrêter le cinéma là, ça. Et moi, on y espoir, on est mort, peut-être si mon amour, qui est vrai. Mais nous, on joue pour le peuple là, sortir en bas, chocolat ça. Et adhérer à l'indépendance, et nous paye faire, parce que nous n'avons matière à faire en Guadeloupe. Gagne la Guyane, par exemple. On est diamant en Guyane, on est long en Guyane, on est toute qualité de en Guyane, on est Congo à Guyane, en visiter éventuellement aussi, en monter des l'eau, en gagnant dans ces pays, tout près moins le Guyana et tout ça. Quand la Guyane a gagné, avec paquet et fusée là, il n'y a pas voulu là, rien. Un pays comme la Guyane, qui est presque grandeur à la France, ça n'a 270 000 habitants. Vous ne rendez-vous compte? Ils ont vendu les bateaux soviétiques pour exploiter l'or, pour exploiter le diamant, pour exploiter tout le bité. Ils vont falloir que ce peuple-là, que ces gens-là qui dirigent nous là, ou qui dirigent nous là, la panade des touches en bas du Nesgar, lève un moment, et pas payer non ballant, en pas voyer les autres en politique, parce que s'ils n'ont pas aimé ça. Mais, continuer à faire travail là, ce qu'on fait là. Parlez bas peuple là, même si c'est politiciens là qui sont en place là, mais pas parce qu'ils sont bande de bouillons. Merci beaucoup, monsieur, puisque nous sommes arrivés déjà quasiment au terme de cette émission. En tout cas, merci pour votre intervention. Merci aussi de suivre cette émission. Nous poursuivons rapidement notre tour de plateau avec Evita. Alors, rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire, c'est vrai qu'on pourrait être, beaucoup sont pessimistes parce qu'il n'est pas discutable que le temps a joué contre nous. Ça, c'est sûr. Et malheureusement, les divisions aussi ont joué contre nous parce que quand j'entends, quand on parle des mouvements nationalistes, autonomistes ou indépendantistes et qu'on dit peut-être dans le futur, etc., je me permets de rappeler que justement nous marchons à l'envers, puisque dans les années 80, le mouvement nationaliste était très puissant. Donc, il est incontestable qu'il y a eu ce mouvement qui, en fait, il ne faut jamais oublier non plus, quand on est honnête, que l'intelligentsia du pays était là, à ce moment-là. Et pourquoi l'intelligentsia a échoué? Ça, c'est la vraie question, et je ne cesse de le dire à tous mes amis nationalistes, il serait temps que vous puissiez expliquer aux jeunes générations pourquoi vous avez échoué. Alors moi, je conclurai tout simplement en vous disant, toujours cette vision hegelienne que je trouve qui est très, très positive. L'histoire est rusée. Il faut savoir que l'histoire est rusée et qu'elle crée son sillon souterrain. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui là, autour de cette table, dans l'incapacité de pouvoir dire quel sillon a été creusé et qu'est-ce qui va émerger de ça. Pour le moment, nous pensons effectivement, nous jetons un regard un peu triste sur le fait que les choses n'ont pas avancé comme on le voudrait. Moi, je suis une positive de toute façon acharnée, mais c'est vrai que nous ne savons pas ce qui a été creusé. 2009, par exemple, tout le monde dit que c'est un échec. Je suis désolée. Nous ne savons pas ce que 2009, peut-être, va faire émerger, ou d'autres mouvements, ou d'autres instants, parce que, justement, l'histoire est rusée. Alors, je terminerai en disant, c'est vrai, cher Jean-Jacob, que le slogan à l'époque, c'était « On sol chimè ». Eh bien, moi, je dis non. Pour moi, c'est une seule finalité. Mais il faut interpeller toutes les divergences, accepter les divergences, faire marcher la dialectique, les multistratégies, les multiconvergences, parce que les multiples modes d'action, il faut absolument se souvenir que la division nous a beaucoup abîmés et nous devons avoir qu'une seule finalité et non pas un seul chemin. Merci. Samuel. Juste à dire, si l'intelligence a été là qu'elle a échoué, c'est que... Justement, c'est là la question. Elle a fait peur. Elle a fait peur, elle a effrayé.
quelque part, ne serait-ce que de par sa posture. On reviendra, je pense que ça va être un autre débat. Un autre débat. Voilà, un autre débat. Et j'ai bien aimé le téléspectateur qui dit qu'on ne décrète pas l'indépendance. C'est pas bon, on ne décrète pas. Il dit que lorsque ça ira mal, il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait quelque chose. On ne décrète pas l'indépendance. Moi, j'ai bien envie d'un pays, j'ai bien envie que le slogan soit sexy. Ok, j'y adhère. Parce que M. Bicep me met très sexy dans sa façon de présenter les choses. Non, mais c'est vrai. Avant, vous allez peut-être croire que c'est un détail. J'ai toujours vu des indépendantistes parfois qui ne riaient pas. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, les mecs, ils étaient austères. Je les voyais. Austères ou aigris, ça effrayait. Oui, c'est vrai. Voilà. Puissants. Voilà. Jacob, ils étaient puissants. Voilà. Le mouvement était puissant. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Plus de temps. Voilà, donc, je pense que il a dit qu'il faut un projet, effectivement, il faut qu'on aille dans une direction, on aura beau dire, lorsque je vois qu'à notre niveau, en 2024, on n'a pas réussi à... J'entends les gens dire que c'est la vie chère et tout ça, mais à aucun moment, on n'a aucune initiative de personnes qui avaient les moyens, ne serait-ce que pour contourner ça, organiser l'agriculture, on fait faire des choses concrètes. Parce que le pays va marcher aussi lorsqu'on va faire des choses. C'est pas tout de parler, parce que maintenant les gens disent que tout le monde parle, tout le monde peut aller sur les réseaux. Je ne vois pas avancer les choses. Il y avait des entreprises guadeloupéennes avant, de nos parents qui étaient moins scapés que nous. Voilà, dans certains domaines. Aujourd'hui, ces entreprises ont disparu, on n'a pas pu reprendre le flambeau. Notre économie nous échappe de plus en plus. Et je prends un exemple, je l'ai déjà dit ici. Bizarrement, on veut de l'indépendance vis-à-vis de la France, mais nos entreprises ne cessent d'être achetées par les entreprises martiniquaises, par des groupes martiniquais, sans que ça n'interpelle personne. Donc là, je dis qu'il y a quand même un problème. C'est pas que je n'ai rien contre le fait que ce soit, mais toutes les entreprises aujourd'hui qui dépassent un seuil de CA sont forcément achetées par un groupe martiniquais. Donc peut-être aussi il faudrait qu'on prenne notre indépendance par rapport à la Martinique. Enfin, non mais c'est vrai. Donc une société doit être forte économiquement pour qu'elle puisse prétendre à avoir, et je pense que c'est un chemin à tracer. Il faut qu'on prenne l'habitude de faire ensemble, il faut qu'on prenne l'habitude d'investir ensemble, il faut qu'on appelle nos jeunes après les études à ne pas forcément entrer dans des collectivités territoriales, mais monter des boîtes qui soient capables d'apporter de la richesse au pays. C'est ça la démarche, pour moi. L'une des démarches. Merci Samuel, et nous terminerons avec Didier. Merci Église. Alors d'abord, j'aimerais remercier les téléspectateurs pour les encouragements, pas que pour moi, mais pour aussi des collègues, pour ceux qui sont présents sur le plateau. Et je crois que c'est une bonne chose, c'est positif, vraiment. Et c'est pas depuis tantôt. Donc bravo aussi à toi, Yves-Lise. Nous sommes, à mon avis, dans un monde qui est en pleine transformation. J'en discutais avec justement Mme Rodriguez ce matin. Nous sommes dans un monde qui est en pleine transformation. Donc, il y a des logiciels qu'on ne peut plus utiliser. Par exemple, le logiciel... Alors, je parle de l'idéologie, pas de la conviction. C'est pas la même chose. Mais de l'idéologie pure et dure qu'on applique, ça ne fonctionne plus. Le lien de le notable politique et moi, je viens chercher des petits avantages en méga, etc., ça ne fonctionnera plus. Le lien du « je suis plutôt salarié ou fonctionnaire plutôt que créateur d'entreprise ou alors créateur moi-même comment dirais-je, de pratiques semi-publiques ou semi-privées selon, ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que les collectivités territoriales sont de plus en plus dans une logique aussi managériale. Moi, je crois que quand on regarde la Guadeloupe et qu'on la met en face de cette réalité d'aujourd'hui, où le monde fonctionne beaucoup plus en réseau, en horizontalité, mais aussi en performance, en exigence, je crois qu'on a de quoi être très optimiste en réalité. Tout à l'heure, l'intervenant disait qu'il nous faudrait un leader qui puisse avoir un projet ou autre. Moi, je crois que le leader, c'est le Guadeloupéen, fondamentalement. Et quand je dis le Guadeloupéen, c'est la Guadeloupéenne aussi, bien sûr. Et je crois qu'il faut qu'on soit consciente. Et c'est pour ça que j'aime déplacer les choses sur le curseur de l'éthique. Parce qu'à partir du moment où on accepte de se dire une société qui avance, c'est une société qui a des valeurs. C'est une société qui fait confiance à sa jeunesse. C'est une société qui ne rentre pas dans le tout n'importe quoi et le tout venant, notamment en termes de communication, de réseau social. Et qui se dit, prendre un bouquin, c'est bien aussi. Aller donner un coup de main pour cultiver quelque chose ou construire quelque chose, c'est bien aussi. Se mettre à faire une activité physique et rencontrer du monde, c'est bien aussi. Et à partir de ce moment où on retrouve le vivant en nous,
on retrouve cette insularité, ces énergies magnifiques qu'il y a autour de nous, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibles. Et c'est ce que montrent beaucoup d'artistes en Guadeloupe, c'est ce que montre le foisonnement intellectuel, littéraire que l'on a en Guadeloupe, dont on ne parle pas, de mon point de vue, suffisamment, puisqu'on s'est arrêté un peu aux années 70-80. Bon, voilà, Césaire, c'est très bien, Glissant, très bien, Schwarzbach, très bien, mais il y a du nouveau maintenant aussi. C'est ce que montrent les jeunes à l'université, en école d'ingénieurs, dans les facultés, dans la faculté de droit. Moi, si vous voyez les étudiants que j'ai, tout le monde chanterait à la vie qu'on mène. Parce que, justement, on est là en présence du génie guadeloupéen qui est en train d'émerger, qui est en pleine floraison, et on doit d'abord accompagner ça. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons tous des comportations, comme on dit en créole, qui nous amènent à être plus solidaires, plus fiers de ce qu'on est, même des politiques. Il faut qu'on apprenne aussi à les respecter. On n'est pas d'accord ou on n'est pas satisfait, mais c'est un homme et une femme qui s'est quand même engagé. Il peut échouer, ça arrive à beaucoup d'entre nous, mais ça se respecte aussi. Et puis, à partir de ce moment-là, les notions de colonial, et c'est un historien des institutions qui vous le dit, les notions de colonial, de providence, d'État central, d'État, comment dirais-je, paternaliste ou autre, tout ça, ça va disparaître. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on se rendra compte qu'on est en train, effectivement, de devenir une nation, qu'on est en train de faire peuple, et que surtout, on avance. Et c'est ça le plus important. Avancer, non pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il arrive. Donc moi, je suis optimiste, et je suis content que tu m'aies donné, Yvelisse, l'occasion de le dire ce soir. Est-ce que je peux dire 5 secondes 5 secondes pour inviter tous les Guadeloupéens le dimanche 20, c'est-à-dire dimanche qui arrive, à l'Assemblée générale de l'UPLG qui se tient à Tarounaba. Et le thème de cet AG, c'est comment, à partir de nos réalités politiques, économiques, sociologiques et en fonction de la géopolitique internationale, mener la Guadeloupe à son indépendance. Donc, je pense que vous avez apprécié le débat ce soir. Venez, nous allons continuer ce débat dimanche à l'AG de l'UPLG. Bravo, Jean-Jacob a fait avant. Ben, il a raison. Ah ben oui, il a une possibilité. Par contre, Kenny Boy manger? Non, c'est pas boire et manger, c'est réflexion. Ah bon? Même pas un petit peu d'eau? Oui, à la fin. À la fin. Voilà, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, il y avait quelques soucis avec l'adresse mail, mais vous pouvez, à partir de maintenant, vous emparer de cette adresse mail. Je vous donnerai aussi un numéro de téléphone ultérieurement où vous pourrez laisser des messages WhatsApp, appeler, pour justement que nous puissions continuer à animer cette émission avec vous, avec votre apport. Alors, le mail, vous le connaissez déjà. Je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran. Que les choses soient dites, c'est très simple, @gmail.com. Que les choses soient dites, @gmail.com. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des propositions de thèmes, si vous avez aussi des réflexions, des réactions, mais n'hésitez pas à vous emparer de cette adresse. Si vous voulez aussi éventuellement poser des questions, vous pourrez le faire aussi. N'hésitez surtout pas et emparez-vous de cette adresse. Que les choses soient dites, @gmail.com. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir. Allez.